En 50 ans, plusieurs générations de professeurs, d'enseignants et d'inspecteurs de l'éducation ont été formés pour marquer le démarrage des festivités de l'anniversaire de la FASTEF. Les universitaires se sont donné rendez-vous ce matin à l'UCAD. D'intenses moments de réflexion et d'échange, nous dit Aram Dao. FASTEF date de 2008, mais sa trajectoire remonte aux premières heures de l'indépendance. Le Sénégal souverain avait un besoin urgent de former des enseignants. Le Centre pédagogique supérieur est alors créé en 1962. 2 ans plus tard, l'appellation change pour devenir École normale supérieure. Le professeur Amadou Makhtar Mbow est une figure emblématique de cette prestigieuse école. La présence de M. Amadou Makhtar Mbow, parrain du cinquantenaire, est donc loin d'être fortuite. Elle n'est pas en effet le fait du hasard, eu égard justement au contexte de malaise qui a sévi ces derniers mois dans notre système éducatif. C'est en novembre 1964, il y a donc de cela 48 ans, que je fus appelé à y enseigner au normal supérieur, ont été parmi les plus exemples de ma carrière d'éducateur. Du centre pédagogique supérieur à la FASTEF en passant par l'école normale supérieure, 50 ans se sont donc écoulés. Pour les autorités universitaires, le moment est synonyme de bilan, de partage et de perspective. En s'imposant comme l'un des hauts lieux de création et de transmission du savoir dans tous les domaines qui scrutent les arcanes de la condition humaine, la FASTEF est entrée dans le 21e siècle avec une vitalité qui fait honneur à son âge et qui lui promet de beaux jours de science et de culture à partager avec le monde universitaire. Le système éducatif a l'honneur, occasion pour le Premier ministre de s'adresser aux différentes parties prenantes. Il a convié tout un chacun à réfléchir sur la place de l'éthique et de la déontologie dans ce système au cœur duquel se trouve l'enseignant. L'éthique professionnelle et la déontologie commandent à l'enseignant le respect de l'engagement contractuel tant à consacrer à son employeur, l'État, lorsqu'il est rémunéré, dans une nation en développement où l'urgence de former coïncide avec celle de lutter contre la pauvreté. Le dirigeant devrait inscrire son action dans le respect du principe d'équité entre les citoyens et le respect des engagements souscrits durant les négociations de sortie de crise. Éthique, déontologie ou encore qualité de l'enseignement, voilà des thèmes qui intéresseront de fort belle manière les nombreux étudiants et anciens de la FASTEF. L'école a profité de l'occasion pour se souvenir des pionniers. Des hommages mérités leur ont été rendus. Et nous parlons de leadership en Afrique. Son déficit peut freiner la croissance économique. Il y a aussi le secteur informel qui fait perdre au continent un taux important en fiscalité. C'est le professeur Ahmadou Alimbaï qui parle ainsi. L'économiste vient de réaliser une étude intitulée « Les sociétés africaines face au déficit de la gouvernance moderne ». La restitution de l'étude s'est faite en présence de notre reporter d'Akhaba. La mauvaise gestion de l'aide publique au développement, l'échec des ajustements structurels et l'absence d'évaluation des politiques économiques, autant de facteurs passés en revue par le conférencier. Le doyen de la faculté des sciences et de gestion a surtout insisté sur les facilités que certains chefs d'entreprise obtiennent du secteur informel. Exemple à l'appui, ce modèle en provenance d'un pays de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin. C'est quelqu'un qui avait beaucoup réussi en France et qui à un moment donné a décidé de transférer ses activités au Bénin. Et il est resté formel pendant 1 an ou 2 et il est allé dans l'informel. Il me dit que je suis bien comme ça dans l'informel. D'abord, je ne paie pas mes dettes. Je dois de l'argent à la banque, mais je sais comment faire pour ne pas payer. Je paye avant presque 57% de mon chiffre d'affaires, j'utilise ça pour payer des impôts. Et mes marchandises passaient du temps au port. Maintenant, je paie 21% et on me livre au bout de 24 heures. Autre zone d'ombre sur la gouvernance en Afrique, transparence et crédibilité budgétaire et les politiques éducatives, surtout au Sénégal, où l'on a constaté un creuset entre la modernité et la tradition.
les gens qui contrôlent le commerce du riz, le transport, la duplication musicale et autres, ne sont pas issus de nos systèmes d'éducation. C'est les gens qui sont issus des Dara. Ce diagnostic ne condamne pas le continent. L'Afrique a certes fait beaucoup de progrès, mais au rythme de l'évolution des indicateurs sociaux, doit développer un large partenariat. Une solution, selon la discussion générale, doit aller de pair avec la consolidation de l'état de droit, gage de la bonne gouvernance. Dans ce journal, nous allons dans la zone aurifère de la région de Kédougou. À Tenkoto, plusieurs habitants s'activent dans la recherche du métal précieux, une activité rentable mais qui se pratique avec beaucoup de difficultés. Le reportage est signé René Massigadjouf. Les populations s'adonnent à de véritables activités aurifères dans certaines zones de la région de Kédougou. La pratique de l'orpaillage est tellement développée que ce sont des familles entières qui établissent leur quartier sur les sites d'extraction du métal précieux. La plupart proviennent des pays environnants comme la Guinée, le Mali ou encore le Burkina Faso. Guinéen. Ah, vous êtes guinéen? Oui, oui. Depuis quand vous êtes ici? Ah, on vient d'arriver, c'est en 2012 ici. En 2012? Oui, oui. Mais avant, vous ne veniez pas très souvent ici? Ah, on vient 2 fois ici. Nous, on était là en 2011 aussi. On a reparti en Guinée, on est revenu encore 2012. Aussi burkinabé? Oui, oui. Depuis quand vous venez ici? Vers le mois de septembre, comme ça. Est-ce que vous arrivez à ramasser quelque chose? Vous arrivez à ramasser quelque chose? Ah, un peu. Pardon? Vous arrivez à ramasser quelque chose? Oui, on gagne un peu. Un peu. Les estimations, vous estimez à ce que vous gagnez à combien? Bon. Parce qu'on on ne peut pas gagner pour... ça va être beaucoup, quoi. C'est un peu seulement on gagne. Quoique artisanale, l'activité est l'une des principales sources de revenus de bien des familles installées aux alentours. Ce village de Tenkoto est un endroit privilégié pour extraire l'or. L'orpaillage est pratiqué jusque dans les domiciles. Le bénéfice est acquis au prix d'un effort incommensurable. Un gramme d'or vendu à 20 000 francs CFA peut exiger jusqu'à 3 jours de recherche. Est-ce que vous arrivez de temps en temps à ramasser quelque chose? Ici? Oui, voilà. La littérature est là. Attends, il va descendre, tu vas voir. Oui, voilà. Attends, parce que comme ça, ce n'est pas bien présenté d'abord. Il faut présenter ça bien. C'est pas ça seulement, mais ça reste. Tu mets ça à combien? Bon, 50 000, 200 000, 500 000. Ah, ça peut arriver vers les 200 000. Au moins 50 000, au moins 35 ou 40 000 comme ça. Non, c'est pas par jour. Ça peut être comme 3 ou 4 semaines comme ça. Le site enregistre moins de monde que d'habitude selon les habitués des lieux. Il fait partie des territoires d'exploitation de la compagnie Rangold. Si la société tolère les activités, l'impact environnemental est non négligeable. Vous avez vu les coupes de bois qui sont faites ici par les orpailleurs traditionnels. La connotation traditionnelle de l'activité a fait qu'elle se pratique à juste titre que l'agriculture et l'élevage. Mais aujourd'hui, avec la prolifération des étrangers, la prolifération des machines, des appareils qu'ils utilisent, on ne peut plus considérer que l'activité est pratiquée de manière traditionnelle. Elle a atteint une envergure extraordinaire. Les orpailleurs passent d'une localité à une autre à la recherche d'or, une activité parfois très risquée qui cause souvent des pertes en vies humaines. Reportage dans la région de Kédougou de René Massigadjouf, direction Popenguine, et nous retrouvons Anne-Marie Gomis. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir Tierno et bienvenue ici à Popenguine. On s'apprête à célébrer le pèlerinage marial de Popenguine. J'espère que les équipes de la RTS sont bien installées.
Matif Tcherno, vous l'avez dit, toute l'équipe de la RTS est bien installée, le matériel également en place, tout un dispositif pour permettre à nos téléspectateurs de vivre à temps réel tous ces moments forts de ce rendez-vous religieux, vous le savez, qui est devenu un rendez-vous de la RTS qui s'est fortement mobilisé pour répondre à son credo, le public, notre raison d'être. Tcherno, il faut le dire, contrairement donc à ce qu'on a vécu ce matin, l'ambiance a monté d'un cran cet après-midi avec l'arrivée de nouveaux pèlerins venus donc commémorer le traditionnel pèlerinage qui célèbre cette année la 124e édition. Alors, qu'est-ce que vous avez ce soir au menu pour le premier journal du pèlerinage marial? Voilà, donc au menu, tout à l'heure, nous aurons à parler, à vous présenter les sites de recueillement, les différents donc, sites de recueillement qui s'apprêtent à recevoir du monde dans les prochaines 48 heures justement. Les interdits seront également au menu. Youssouf Kaba est allé à la rencontre du président du comité d'organisation qui est largement revenu sur tout ce qui peut empêcher ou déranger le bon déroulement donc du pèlerinage. Nous ferons naturellement l'état des lieux côté assainissement et hygiène. Nous parlons d'abord, permettez-moi Tcherno, nous allons d'abord parler de Popenguine, ce village qui est sorti de l'ordinaire grâce à ce rendez-vous annuel qui est donc ce pèlerinage érigé en commune en 2009. La commune s'est fortement donc développée et elle s'est également ouverte avec la création de nouvelles voies qui vont certainement faciliter l'accès à ces visiteurs. Situé donc à quelques 70 km de Dakar, Popenguine fait désormais partie des zones les plus visitées donc de la Petite Côte. Nous allons faire amplement connaissance avec une commune pas comme les autres, avec François Sec. Situé à 70 km au sud de Dakar, Popenguine, à l'origine village de pêcheurs, existe depuis 350 ans. Étendu sur une superficie de 32 km², 13 000 âmes environ y vivent. Selon la légende, le nom viendrait de Pop Engin qui signifie venir se cacher en référence aux falaises et collines qui servaient de refuge aux populations pendant les guerres tribales. Popenguine, c'est la simplicité de ses rues, sa nature. Popenguine, c'est aussi la protection de sa faune avec sa réserve naturelle. Popenguine, c'est enfin sa tolérance à l'image de son église, la basilique mineure côtoyant sa mosquée. Peuplée majoritairement de musulmans, catholiques et musulmans y vivent en parfaite harmonie. Ici, le dialogue islamo-chrétien est une réalité. C'est ce lieu qui a charmé il y a 124 ans Monseigneur Picarda. Il a trouvé le site merveilleux pour ériger un sanctuaire. Et en 1963, Popenguine a accueilli son premier pèlerinage national. Même si la Vierge n'y est pas apparue, l'attraction principale reste la grotte qui accueille chaque année des milliers de pèlerins. Aujourd'hui, la commune s'agrandit. Si de nouvelles routes sont construites, Popenguine, comme toutes les zones côtières, est menacée par l'avancée de la mer. Sûrement, Mam Koumba Tchoupan, génie protecteur de Popenguine, continue de veiller jalousement sur sa terre sainte. Voilà, Françoise, vous l'avez dit, Popenguine avec ses différents sites de recueillement, en plus du sanctuaire et de la basilique, d'autres lieux de prière comme la grotte et les effigies des saints où les pèlerins viennent donc renouveler leur dévotion à Marie. Lui, Philippe Stegnan, les a visités pour nous. Regardez. Le sanctuaire marial de Popenguine et la basilique Notre-Dame de la Délivrande ne sont pas les seuls lieux de prière. Juste à côté, il y a la statue de Saint-Joseph et la grotte de la Vierge Marie où se font les dévotions. Je souhaite toutes les années venir ici, recueillir des prières pour avoir une foi approfondie. Tout un bon chrétien devrait être un exemple vis-à-vis de sa foi chrétienne. Sainte Rita, le regretté pape Jean-Paul II
et d'autres saints de l'Église sont aussi représentés autour de ce site à ciel ouvert. Ils ont écrit, d'autres ont été sanctifiés par leurs actes et par leur bénédiction qu'ils avaient envers la population mondiale. Venir chercher Dieu dans un esprit de sanctification, cette démarche de foi anime tous ceux qui viennent avant, pendant et après le pèlerinage au pied de Marie dans ce lieu saint de la chrétienté au Sénégal. Merci donc Louis-Philippe Sagna. Tierno, nous allons donc vous laisser poursuivre votre journal. Vous retrouvez juste derrière pour le journal donc du pèlerinage, une édition qui vous fera vivre donc un état des lieux côté santé et assainissement, non sans oublier les interdits de ce rendez-vous religieux, un rendez-vous religieux qui commence déjà donc cet après-midi avec la messe d'envoi qui vient de s'achever au foyer des Charités de Cap-de-Biche. Je vous donne rendez-vous donc tout à l'heure après le journal de 20h. Anne-Marie Gomis, merci. Merci à toute l'équipe de Popenguine et à tout à l'heure, juste après le grand journal. Depuis maintenant plusieurs décennies, la RTS couvre le pèlerinage marial de Popenguine. Cette année encore, la radio et la télévision nationale sont au cœur de l'événement. Elles se sont mises dans les conditions pour faire vivre au public cet événement phare du calendrier religieux sénégalais. Le directeur général de la RTS a rendu visite au cardinal Théodore Adrien Sarr, à qui il a fait le point du dispositif mis en place pour Popenguine 2012. Ibrahim Djedjou. La RTS s'est mise en route pour les besoins de la couverture du pèlerinage de Popenguine. À quelques jours de l'événement, le directeur général Babacar Diagne a tenu à rendre visite au cardinal Théodore Adrien Sarr, archevêque de Dakar, pour faire le point et l'informer des dispositions prises par la radio et la télévision pour permettre au public de suivre l'événement dans les meilleures conditions. Depuis plusieurs décennies, la RTS couvre le pèlerinage, moment fort de la communauté catholique du Sénégal, ce dont s'est réjoui le cardinal qui a apporté quelques témoignages. Au Ghana, c'est un Camerounais qui vient d'arriver parce que nous avons ce qu'on appelle le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar, dont le secrétariat est à Accra. Alors, dans ce secrétariat, il y a quelqu'un qui vient d'arriver pour s'occuper de notre apostolat biblique, c'est un Camerounais. Mais dès qu'il m'a vu en réunion une fois à Accra, après quelques temps après son arrivée, il m'a dit, Monseigneur, Éminence, il faut que je vous confie quelque chose. Je dis quoi? Il dit, il faut savoir que tout lundi de Pentecôte, les Camerounais sont accrochés à la télévision sénégalaise pour le pèlerinage. Il m'a dit que les gens suivent et ils sont contents. Ils se disent, mais on dit que les chrétiens ne sont pas nombreux au Sénégal, mais quand on voit vraiment cette messe-là, il m'a dit, il faut savoir que les Camerounais aiment beaucoup votre pèlerinage de Popenguine. Et donc ça, c'est grâce à vous. Par exemple, mon cardinal, partout où j'ai été, les gens m'ont dit, mais on a suivi grâce à la RTS. Toute une équipe de production s'est déplacée à Popenguine, une cinquantaine d'agents pour diffuser en direct ou en différé les temps forts du pèlerinage de Popenguine. Croyez vraiment que vous rendez un immense service aux populations, comme au gouvernement et à toute la société, parce que vous permettez que l'information circule et que nous soyons au courant les uns les autres de ce qui se passe dans le pays. Ensuite, ça nous permet de pouvoir, et nous autres aussi, qui délivrons des messages, vraiment grâce à vous, ces messages passent et nous voyons les répercussions que cela peut avoir. Rassuré par le travail de la RTS, le cardinal Théodore Adrien Sarr a exprimé toute sa satisfaction au directeur général et prié pour le renforcement des moyens de la RTS, ce baobab, dit-il, qui couvre l'ensemble du territoire sénégalais. Accompagner les pèlerins dans la prière. À présent, actualité internationale. En Égypte, la bataille électorale commence alors que les résultats officiels du premier tour de la présidentielle ne sont pas encore connus. Deux camps s'opposent, les frères musulmans d'un côté et l'ancien premier ministre de Hosni Moubarak de l'autre. Chacun tire la victoire de son côté. De presse qu'il présente comme celle d'un finaliste. Désormais, Ahmad Shafik cherche à gommer son image de revenant de l'ancien régime. Je promets à tous les Égyptiens que nous allons commencer une ère nouvelle. Il n'y aura pas de retour en arrière. Ce qui est passé appartient au passé. Votre révolution a été détournée.
et je m'engage à la restaurer. Une réponse au discours des frères musulmans qui, depuis vendredi, accusent l'ancien Premier ministre Hosni Moubarak de mettre la révolution en danger. Pour eux, leur candidat Mohamed Morsi est celui qui défendra les valeurs de cette révolution. La nation tout entière est désormais derrière Mohamed Morsi. Non pas pour lui, mais parce qu'il est le candidat de l'Égypte maintenant et le candidat de la révolution. Lui et tous les autres pouvoirs sont désormais les gardiens de l'Égypte pour passer les prochaines épreuves. Mais alors que ces deux candidats sont déjà dans la bataille du second tour, le troisième homme, Hamdine Sabahi, dépose un recours, notamment pour fraude. Un peu plus tôt dans la journée, l'ancien président américain Jimmy Carter, venu en Égypte en tant qu'observateur des élections, avait pourtant affirmé que le scrutin s'était déroulé dans des conditions encourageantes. Retour chez nous, Dakar abrite désormais le siège de la Conférence internationale de la diaspora. C'est l'une des principales décisions du sommet de Pretoria qui reconnaît la diaspora comme 6e région d'Afrique. Le Sénégal y était fortement représenté. Le commentaire est signé Mama Moussagnan. C'est une grande victoire que la diplomatie sénégalaise vient de remporter en Afrique du Sud. Depuis 10 ans, le Sénégal se battait pour l'adoption de la résolution portant la diaspora comme une 6e région pour l'Afrique. C'est maintenant chose faite après une lutte âpre menée tout au long du sommet. Finalement, le Sénégal en est sorti vainqueur. Nous n'oublions pas les efforts immenses que les Sénégalais, Léopold Sédar Senghor, les Sénégalais Cheikh Anta Diop, les Sénégalais Abdoulaye Wade ont fait pour la diaspora, ont fait pour le panafricanisme à différents niveaux. Et je pense que lorsque la voix du Sénégal a tonné, eh bien le consensus s'est fait rapidement que c'est un intérêt ancien qui venait d'être réitéré au-delà de nos frictions politiques et de nos antagonismes qui n'ont absolument rien à voir avec les engagements de nos gouvernements successifs. Donc la beauté du Sénégal s'est traduite à nouveau après ces élections dernières du mois de mars par un discours qui a semblé toucher autant les Africains de l'Afrique que les Africains de la diaspora. Autre succès enregistré en Afrique du Sud par le Sénégal, le secrétariat permanent de la Conférence internationale des intellectuels de l'Afrique et de la diaspora sera abrité par notre capitale. Par la grâce de Dieu, nous avons réussi aujourd'hui à faire passer la position de Dakar pour abriter le secrétariat permanent de la Conférence internationale des intellectuels de l'Afrique et de la diaspora. Nous avons également réussi, événement important, de faire adopter la résolution tendant à faire de la diaspora une 6e région pour l'Afrique, avec en définition tous les droits et privilèges s'y attachant. Et je pense que c'était attendu. Cette position défendue par le Sénégal depuis bientôt 10 ans a toujours été combattue par une bonne frange de l'Union africaine. Le sommet mondial de la diaspora a été de grands moments pour la diplomatie sénégalaise. Elle marque ainsi son retour sur le plan international. Bientôt, une commission ad hoc va se charger de résoudre les problèmes des industriels sénégalais. C'est l'un des résultats de la rencontre de prise de contact entre le ministre du Commerce et la Confédération des employeurs du Sénégal. Compte rendu à Alassane Diédhiou. Au patronat de la CNES, la Confédération des employeurs du Sénégal par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat n'était en principe qu'une simple visite de prise de contact. Mais devant les urgences, les attentes innombrables des acteurs économiques, cette rencontre s'est transformée en une véritable séance de travail. L'importance du ministère, ça rejoint une préoccupation que nous avions depuis très longtemps. Comment faire en sorte que dans le même département, on retrouve l'industrie et le commerce et l'artisanat? Parce que comme je l'ai dit, il ne suffit pas de produire, il faut vendre. Et pour vendre, il faut produire. Et l'artisanat, l'industrie, c'est les capacités de production qu'il faut mettre en avant. Et le commerce, vous connaissez son importance, tant pour le plan intérieur que sur le plan extérieur. Pendant près de 2 heures d'horloge, les deux parties ont procédé à des échanges de points de vue sur la situation économique du pays, notamment les facteurs d'obstacles en décollage du tissu industriel, l'environnement des affaires, le cadre général microéconomique et le rôle des pouvoirs publics.
Par rapport à tout cela, Matassi Diallo en tire les principaux enseignements. Tous les problèmes qui ont été évoqués ont trouvé solution dans le cadre que la CNES, par l'intermédiaire de son président, a tracé. Ce sont des problèmes tellement compliqués, ce n'est pas des problèmes simples qu'on peut résoudre en une seule séance. C'est des négociations qu'il va falloir organiser pour convaincre l'administration. Donc ce sera un partenariat entre privé et public. Ces négociations peuvent se faire au sein de commissions ad hoc qui se réunissent régulièrement. En prenant congé de la CNES dans toutes ses composantes, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat est sorti renforcé dans sa conviction que le choix opéré par le chef de l'État en mettant ensemble le commerce, l'industrie et l'artisanat est plus que jamais le plus judicieux dans une optique d'efficacité économique. L'UNACOIS constate que ses membres respectent la baisse effectuée sur les prix des denrées de première nécessité. Ce soir, nous vous proposons les dernières étapes de la visite des membres de l'Union des commerçants du Sénégal. Ils se sont rendus à Fatick, Mbour et Louga. Le point avec Abasso. Pour l'application des prix sur les produits de consommation, il faut veiller à l'approvisionnement correct du marché. C'est ce qui ressort de cette rencontre de Fatick. Rencontre entre membres des bureaux de l'UNACOIS du niveau national et régional. On peut noter aujourd'hui qu'on a 98 vues, même 100% de satisfaction. Là, pour nous, c'est vraiment une grande satisfaction. L'UNACOIS a le but de défendre d'abord les commerçants, mais l'UNACOIS aussi regroupe les opérateurs économiques. Donc, ceux qui sont là pour participer à l'économie de ce pays. C'est pour cela que le président Idi Thiam a pris franchement des engagements pour signer un partenariat avec le gouvernement concernant la baisse des prix des denrées de première nécessité. Et vous avez vu donc c'est pour prouver franchement que l'UNACOIS respecte ses engagements qu'on a pris plus de 4 jours. Donc on est en train de faire une tournée dans le Sénégal. Cette rencontre fait suite à la volonté de l'UNACOIS d'accompagner l'État du Sénégal dans sa politique de réduction des prix de l'huile, du riz et du sucre. Justement, la seule préoccupation des commerçants réside dans la libéralisation du sucre. Il faut permettre aux commerçants importateurs de mettre sur le marché les 60 000 tonnes de sucre pour satisfaire la demande nationale et annuelle. Les différentes rencontres nous ont permis de constater que nous n'avons aucun problème ni pour le riz ni pour l'huile. La seule difficulté rencontrée, c'est le sucre. La solution, c'est la libéralisation du secteur. Les détails de la convention signée avec l'État du Sénégal ont été expliqués aux ayants droit. Grossistes, demi-grossistes et détaillants ont pris d'assaut le siège de l'Agence régionale de développement. Nous sommes bien à Fatick. À Mbour, c'est la salle de délibération du conseil municipal qui a servi de cadre, tout comme Louga, où la mobilisation atteste la détermination des membres au respect de la consigne donnée par le président Idi Thiam, président de l'UNACOIS. À la veille de l'hivernage, les marraines de quartier ou Badianougor de Thiès sonnent la mobilisation. Dans le cadre de leur plan d'action, elles comptent participer de façon significative à la lutte contre la mortalité maternelle, infantile et néonatale. En ligne de mire, le paludisme. Omar Diaw. La prévention a pour but d'améliorer l'état de santé de la population en évitant l'apparition, le développement ou l'aggravation des maladies et en favorisant des comportements susceptibles de réduire les risques. Les marraines de quartier rentrent bien dans cette définition par leur engagement. Nous nous engageons à réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Elles n'ont pas attendu l'hivernage pour aller à l'assaut du paludisme et c'est le quartier Madina Fall qui a constitué l'épicentre de leur activité. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi rentre dans le cadre du plan d'action quinquennal du réseau des Badianougor de la zone nord, polarisant 7 postes de santé, 22 quartiers dont 19 fonctionnels. Le personnel de santé a décidé d'accompagner ces marraines en soulageant les populations par leurs conseils avisés. Ce sont les structures de santé qui seront moins encombrées. Nous avons choisi de parler d'un thème aussi important qui est le paludisme chez les femmes enceintes pour mieux les sensibiliser, mais également pour les protéger contre cette redoutable maladie qui fait beaucoup de ravages chez cette couche très vulnérable. En bonne place dans l'agenda de ces volontaires, la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. La réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile
de 2 tiers et la réduction de la mortalité maternelle de 1 tiers. Ces dernières années, le paludisme a certes beaucoup baissé, mais l'hivernage est toujours une période de recrudescence de ce fléau redoutable pour les enfants et les femmes en grossesse. Les badiennes ou marraines de Thiès sont prêtes au combat. Dans leur battle dress, elles sollicitent un engagement communautaire et un appui des autorités pour une prévention efficace. Lutter contre le paludisme, lutter contre l'insalubrité, l'unité de coordination pour la gestion des déchets solides a l'ambition de rendre Dakar propre. Elle vient d'initier des opérations Set-Setal. L'UCG va nettoyer les grandes artères de la capitale ainsi que les dépôts d'ordures. Les opérations vont se terminer avant le début de l'hivernage. Les détails avec Tchorodjian. Dakar sera propre avant l'hivernage, tel est l'objectif que s'est fixé le ministère de l'Aménagement du territoire et des collectivités locales. Pour l'exécution de ce projet, de gros moyens ont été déployés par l'unité de coordination pour la gestion des déchets solides. Chaque année, à la veille de l'hivernage, nous rechargeons la piste d'accès de Mbobos. Nous faisons des travaux pré-hivernaux pour la décharge de Mbobos, mais aussi nous faisons des travaux pré-hivernaux aussi pour donc désensabler les rues, nettoyer les routes, donc enlever tout ce qui est donc désherber aussi donc les grandes artères. Donc comme nous avons l'habitude de le faire cette année aussi, on va le refaire. Rues, boulevards, avenues, en somme, toutes les grandes artères de Dakar seront nettoyées. Il n'est pas normal dans une capitale comme Dakar, qu'on voit des populations qui jettent des ordures, qu'on voit des camionnettes qui déchargent leurs ordures, qu'on voit des populations qui laissent les véhicules qui sillonnent tout au long du quartier et choisir l'autoroute pour y déverser leurs ordures. On voudrait sensibiliser un peu toute la population. On voudrait sensibiliser la population. Il y a certains gens qui pourraient nous aider un peu en achetant des sachets plastiques, ne pas jeter des sachets plastiques, des sachets en plastique ou bien des petites cuillères s'ils boivent le café aussi, qu'ils n'ont pas utilisé les sachets, voir des poubelles et y lancer. C'est tout ce que vous voudrez aussi lancer. On appelle à toute la population dakaroise. Les opérations Set-Setal ont démarré depuis le jeudi 24 mai à Dakar. Les premiers lieux à bénéficier de ces opérations de nettoiement sont entre autres l'autoroute et l'axe Foire-Aéroport. Tchorodjian, la RTS est la doyenne de l'audiovisuel au Sénégal. Ces propos sont d'Aminata Mbengue Ndiaye. Le ministre de l'Élevage a rendu un vibrant hommage aux anciens qui, des années durant, ont porté des messages aux 4 coins du Sénégal. Je vous propose de l'écouter. Féliciter l'ensemble des membres du personnel de la RTS et plus particulièrement ceux qui ont fait les premiers jours de la radio et de la télévision sénégalaise pour ces 40 ans d'anniversaire qui vont être célébrés dans les jours à venir. Je voudrais les féliciter parce que la RTS, c'est l'aîné vraiment des radios et des télévisions dans notre pays. Et je pense qu'il a joué un rôle très important dans le développement de notre pays à travers différentes émissions qui ont permis aux coins les plus reculés d'avoir une communication, d'avoir des informations sur les activités qui sont menées dans notre pays. Je voudrais donc féliciter ceux qui ont été les seniors et qui aujourd'hui sont à la retraite, avoir une tendre pensée pour ceux qui étaient là et qui ne sont plus là, mais qui également ont fait la fierté donc, de cet outil que nous partageons avec l'ensemble des Sénégalais. La RTS, c'est 40 ans de télévision, 70 ans de radio. C'est ce que la RTS célèbre le week-end prochain. Ce samedi, Grand Format revient sur un sujet déjà traité. Il s'agit de l'élevage de la race Ndama dans la partie sud et sud-est du pays. Pour une meilleure valorisation du bétail, le projet B a mise donc en faveur d'un programme d'amélioration de la production animale et la préservation de son écosystème. Le Grand Format est signé Ibrahima Diallo. Dans cette zone de pâturage à Ouassadou évolue cette race animale particulière, le Ndama. Ce bétail ruminant endémique très panotolérant est seul capable de résister à la maladie des mouches qui sévit au sud et sud-est du Sénégal.
Cependant, du fait de la pression démographique, du changement des caractéristiques climatiques et surtout de l'action de l'homme, cette race trypanotolérante est de plus en plus menacée. Dans le souci de préserver cette race et son habitat naturel, l'État du Sénégal, dans le cadre d'un projet régional de gestion durable du bétail ruminant endémique, a développé un important programme d'amélioration génétique. Le projet pour préserver ce bétail-là essaie non seulement de s'occuper des questions purement liées à l'animal, mais aussi à la gestion des ressources naturelles. Parce que c'est deux aspects qui sont indissociables. Pour relancer cette activité, le projet B, en partenariat avec le Centre de recherche géotechnique de Kolda, a développé un système de sélection à noyau ouvert, un schéma de repeuplement structuré en 3 pôles. Le premier pôle, c'est ce qu'on appelle le troupeau de sélection. Et ce troupeau de sélection est élevé ici au niveau du Centre de recherche géotechnique de Kolda. Le deuxième pôle, c'est les troupeaux de multiplication qui sont situés actuellement au niveau des 3 sites du projet, qui sont Wassadou, Tengori et Bandafassi. Et le troisième pôle, enfin, accueille ces animaux multipliés au niveau donc, de ces sites, donc des troupeaux multiplicateurs, pour pouvoir assurer la diffusion du progrès génétique. On a adopté une nouvelle démarche, suffisamment d'échanges entre les différents acteurs. Et c'est ce que nous avons pu développer à travers une méthode de démarche dite participative. L'introduction du géniteur issu du CRZ de Kolda dans ce troupeau multiplicateur à Sarifouta a eu un impact considérable dans le vécu de cet agro-éleveur. Un modèle dans ces villages. C'est le seul géniteur dans ce troupeau, j'ai castré tous les mâles. Cela me permet d'obtenir d'ici à l'année prochaine une amélioration génétique de mon cheptel. Nous faisons le suivi pour voir est-ce que ces animaux qu'on a livrés dans le milieu réel se comportent bien dans le milieu réel. Le bétail ruminant endémique inclut les races trypanotolérantes de bovins dama, mais aussi de moutons yalonké et de chèvres naines. Un cheptel élevé la plupart dans les foyers par les femmes. D'où l'attention particulière que le projet B accorde aux bergeries et chèvreries entretenues par cette couche très vulnérable. Nos chèvres se couchaient par terre, les conditions d'hygiène n'étaient pas du tout réunies. Aujourd'hui, nous avons acquis de bonnes pratiques, ce qui nous a permis d'entretenir le cheptel sans aucune difficulté. L'exécution du programme d'amélioration génétique s'accompagne d'un effort important de formation des bénéficiaires. À cet effet, le projet B a mis en place dans les différents sites un dispositif de suivi et de contrôle régulier des performances des troupeaux concernés. Cela se fait à travers des séances de formation, des séances de sensibilisation et de suivi au niveau du terrain auprès des éleveurs, propriétaires de troupeaux suivis ou de troupeaux multiplicateurs. Le suivi de ces indicateurs nous permet d'apprécier le fonctionnement des troupeaux et même leur résultat au départ du projet, et ça permettra d'apprécier aussi l'impact de l'appui conseil que nous faisons. J'ai reçu une bonne formation sur la gestion du bétail. D'ailleurs, l'année dernière, j'ai même assuré la formation de 10 éleveurs. Cette année, j'en ai formé 20. La menace la plus sérieuse identifiée par les acteurs à la base est la destruction des habitats forestiers du bétail. Pour une gestion pastorale durable des forêts communautaires, le projet B, en partenariat avec les populations, a entrepris un programme de balisage des pistes à bétail et d'ouverture de pare-feu. Une chose est de préserver les trypanotolérants et leur écosystème, une autre est d'assurer une bonne production, facteur de croissance économique rurale. Nous pensons qu'une fois que cette sélection est faite et ces animaux